Les élections législatives, on en parle beaucoup en ce moment, mais est-ce que ça vous parle? Ce dimanche aura lieu le premier tour de ces élections, mais à quoi servent les législatives exactement? Quel est le travail du député? Et en quoi ces élections peuvent changer nos vies quotidiennes? Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça vous parle. Ce dimanche, les Calédoniens se rendront donc aux urnes, les législatives Kesako. Des élèves de tout le pays nous ont envoyé leurs questions. Nous allons y répondre avec nos invités. Isabelle Retic-Takassi, professeure d'enseignement moral et civique au lycée du Mont-d'Or, et Xavier Bousmar, conseiller pédagogique à la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. En cours d'émission, on vous expliquera pourquoi la Calédonie est représentée par 2 députés à l'Assemblée nationale et non pas un seul ou bien 3. On fera un petit saut dans le passé pour comprendre comment s'est fait le découpage des circonscriptions. Puis en fin d'émission, direction l'Assemblée nationale, nous suivrons le chemin d'une loi, de la proposition initiale jusqu'à la signature du président de la République. Vous verrez qu'elle parcourt un bon bout de chemin afin d'être officialisée. Vous avez tous entendu parler des élections législatives, mais en avez-vous une idée bien précise? Les lycéens du Mont-d'Or ont sondé leurs camarades dans les couloirs du lycée. Pour moi, un député, c'est un membre d'un parti politique qui est élu par les citoyens. C'est, je sais pas. Un représentant de la population. C'est un représentant du peuple qui siège à l'Assemblée, c'est ça? Le rôle d'un député, c'est celui qui crée les lois un peu, je crois. Un député, c'est quelqu'un qui vote des lois. D'ailleurs, là, ils sont en train de faire les nouvelles élections. Isabelle Retic-Takassi, vous êtes professeure d'enseignement moral et civique dans ce lycée. Une réaction? Oui, on voit que les élèves ont un certain nombre de connaissances et chaque jour, on s'attelle à ce que ces connaissances soient plus complètes. Et donc, c'est notre rôle d'enseignant et on essaye de leur faire découvrir toujours mieux le fonctionnement de nos institutions et le monde politique de façon générale, puisque ce sont de futures citoyennes et citoyens. Et voilà, c'est complètement notre rôle. Et je suis contente quand même d'entendre qu'il y a des bonnes notions déjà. Il y a de bonnes notions quand même, il y a de bonnes bases, ça va. Alors comme je vous le disais dans le sommaire, tout au long de l'émission, nous allons répondre aux questions des élèves pour essayer, nous aussi, d'y voir plus clair. On écoute les premières questions. Bonjour la Nouvelle-Calédonie. Je voudrais savoir, est-ce qu'un député doit être une femme ou un homme? Ça consiste en quoi les élections législatives? Qui peut se présenter aux élections législatives? Combien de fois un député peut se présenter aux élections? Alors ça fait beaucoup de questions, on va les prendre dans l'ordre. D'abord, Xavier, tout simplement, ça consiste en quoi les élections législatives? Eh bien, en démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. Le président de la République, son Premier ministre et son gouvernement représentent par exemple le pouvoir exécutif. On a aussi le pouvoir judiciaire avec l'ensemble des magistrats et des tribunaux. Et puis, il y a le pouvoir législatif, c'est-à-dire, comme dans l'expression élection législative, en fait, qui est en fait celui de faire les lois. Et donc, ce pouvoir-là, il est incarné par l'Assemblée législative, non seulement, mais aussi le Sénat. Il y a 2 chambres, c'est comme ça qu'on les appelle, dans la Constitution de la Ve République. Alors les élections législatives, elles concernent que la chambre qu'on appelle l'Assemblée nationale. C'est ça, oui, les 577 députés pour lesquels nous allons tous voter, pour peu qu'on ait 18 ans et qu'on soit inscrit sur les listes électorales, dimanche prochain et le dimanche suivant. Alors il y avait aussi Jason du Collège de Magenta qui nous demandait qui peut se présenter aux élections législatives. Alors, pour se présenter à cette élection, il n'y a pas de limite du nombre de fois. Il y a par contre des conditions pour pouvoir se présenter. On peut en citer 3. Avoir plus de 18 ans, comme on a dit, être inscrit sur les listes électorales et bénéficier de tous ses droits civiques, en particulier ne pas avoir été jugé comme, comment dit-on, inéligible. Voilà, ne pas avoir été jugé comme inéligible par la justice. Et dès lors, vous pouvez vous présenter. Et pour le nombre de mandats, il n'y a absolument pas de limite au nombre de mandats pour lesquels on peut se présenter, attendu que de toute façon, c'est le peuple qui vote. Isabelle, il y avait aussi Abel qui nous demandait est-ce qu'un député doit être un homme ou une femme? Alors, c'est une très bonne question que nous pose Abel, puisque on a longtemps on n'a pas eu pendant longtemps de femmes députées. Et déjà, à la fin du XVIIIe, une femme de lettres, Olympe de Gouges,
qu'étudient d'ailleurs les élèves en classe, dans sa déclaration des droits des femmes, disait la femme, si elle a le droit de monter à l'échafaud, doit aussi avoir le droit de monter à la tribune. Donc c'est-à-dire que si on peut la décapiter en place publique, elle doit aussi avoir le droit de pouvoir s'exprimer politiquement. Mais ce n'est qu'en 1944 que les femmes deviennent électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Et c'est suite à une ordonnance du gouvernement provisoire dirigé à ce moment-là par le général de Gaulle. Et c'est à partir d'octobre 1945 que 33 femmes sont élues pour la première fois députées à l'Assemblée nationale. Donc c'est assez récent. L'Assemblée nationale constituante, donc qui travaillait sur la Constitution. Oui, c'est... À l'échelle de l'histoire, en tout cas, c'est assez récent. Exactement, c'est très récent. Et puis, c'est un siècle après les hommes qui, eux, avaient eu accès au vote de façon universelle, mais masculine, du coup, à partir de 1848, sous la Deuxième République. Donc, effectivement, c'est un long chemin qui permet enfin aux femmes d'être présentes, d'être représentées dans cette Assemblée nationale. C'est un long combat qui a été mené par diverses actrices et acteurs. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a quasiment 40% de femmes députées. Donc on n'est pas encore à la parité stricte, mais on y tend. Et puis cette volonté de tendre à la parité, elle a été accompagnée par une loi en 2000 sur la parité qui impose donc la présentation de candidats par les partis politiques qui soient un binôme homme-femme. Alors s'ils ne le font pas, ils ont des sanctions financières. Xavier, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce... Je crois qu'on a été complet. Je peux aussi parler des 2 tours, puisque c'est peut-être pas clair pour tout le monde au niveau de nos élèves. Vous savez, les enfants et adolescents, qu'on va voter 2 fois en fait. Pourquoi est-ce qu'on vote 2 fois ? Parce qu'en fait, on va d'abord éliminer les candidats qui n'ont pas eu assez de voix. Il faut 12,5% des voix pour pouvoir se... Mais attention, pas des voix, autant pour moi. Il faut 12,5% des suffrages correspondant à la totalité des électeurs inscrits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait au minimum un électeur sur 8 par rapport aux inscrits qui est voté pour que vous puissiez vous représenter au 2e tour. Donc pour simplifier, en général, c'est les 2 ou 3 premiers du premier tour. Est-ce qu'on peut dire ça, qui passent l'étape suivante ? En général, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et après, ceux qui souhaitent se maintenir, au-delà bien sûr de ceux qui peuvent se maintenir, eh bien, ils sont présents au 2e tour. Parce qu'on peut aussi se désister et dire voilà, j'abandonne ça arrive là. aussi, oui. Ça peut arriver, tout à fait. C'est plus rare. Alors, on a bien compris à quoi servaient les élections de ce dimanche. La Nouvelle-Calédonie va élire 2 députés qui la représenteront à l'Assemblée nationale pour voter les lois françaises. Mais pourquoi 2 députés et pas un seul ou 3 ? Écoutez les explications d'Audrey Poëdi. Combien y a-t-il de circonscriptions en Nouvelle-Calédonie ? Si la Polynésie française possède 3 circonscriptions et Wallis et Futuna 1, la Nouvelle-Calédonie bénéficie quant à elle de 2 circonscriptions depuis 1977. Le pays possède donc 2 députés sur les 577 qui composent l'Assemblée nationale. Actuellement, la première circonscription correspond aux communes de l'île des Pins, Lifou, Marais, Ouvéa et Nouméa. Et la seconde circonscription regroupe les 28 autres communes. Un découpage qui date du gouvernement Chirac en 1986. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, et Bernard Ponce, ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer, à cette époque, en sont à l'origine. Mais ce découpage n'a pas toujours été ainsi. Avant la réforme électorale de 1986, les circonscriptions de la Nouvelle-Calédonie étaient découpées entre les 2 côtes. La première correspondait aux communes de la côte Est, les Loyautés et l'île des Pins, et la seconde réunissait les municipalités de la côte Ouest. C'est ce premier découpage qui a permis l'élection du seul député kanak et indépendantiste Roch Pidjo en 1977 et dans le même temps d'un député non indépendantiste Jacques Lafleur. Depuis 1986, les 2 postes de députés ont toujours été occupés par des élus non indépendantistes, de quoi susciter encore aujourd'hui une remise en question dans le camp indépendantiste.
Alors il y a Elliot, élève de CM1 de l'école Yvonne Dupont, qui nous a demandé qui sont les candidats pour les élections législatives. Alors je vais répondre à Elliot. Dans la première circonscription, c'est-à-dire le Grand Nouméa et les îles Loyauté, il y a 8 candidats. Je vais les citer par ordre alphabétique. Guy-Olivier Quénaud, Philippe Dunoyer, Antoine Gilles, Joël Casarero, Pascal Lafleur, Virginie Ruffnac, Jérémy Simon et Walizo Nwachea. Et dans la seconde circonscription, il y a 9 candidats. Alain Descombelles, Muneko Aokas, Michel Omboé, Johannes Itiati, Nicolas Metzdorf, Manuel Millard, Véronique Pagan, Gérard Régnier et Thierry Santa. Voilà, les écoliers de Ploum, eux, nous ont envoyé plusieurs questions sur le déroulement du vote en lui-même. On va écouter Loéline. Ma question est, quelle est la différence entre un bulletin nul et un bulletin blanc? Au revoir. Belle. Alors, un bulletin nul, c'est un bulletin qui a été raturé, annoté, déchiré éventuellement. Donc, c'est un bulletin qui ne sera pas comptabilisé. Par contre, un bulletin blanc, c'est un bulletin, soit une enveloppe qui a été introduite vide dans l'urne, ou une enveloppe avec un bulletin sans nom. Mais qui va être comptabilisé dans le procès-verbal du bureau de vote, mais qui après ne fait pas partie, toujours est-il, ne fait pas partie des suffrages exprimés. Mais on a depuis 2014, donc il y a une volonté quand même qui se répand dans la société à vouloir que les votes blancs soient reconnus et qu'ils soient comptabilisés, puisqu'en général ils vont signifier le fait qu'aucun des candidats, qu'aucun des programmes ne répond aux attentes en fait des électeurs. C'est une forme de message finalement de la part des électeurs. C'est une forme de message. Maintenant, à voir comment il peut être pris en compte et c'est forcément pas évident parce que si on se retrouve avec des votes blancs majoritaires, ça peut devenir compliqué. Ça pose question. Oui. On va écouter une autre question. Cette fois, c'est Mathis qui s'adresse à nous. Qui a inventé les élections législatives? Vaste question, elle est pour vous cette fois, Xavier. Oula, alors déjà, qui a inventé l'Assemblée nationale, Mathis? Eh bien, ça date de la Révolution française, dis-toi. En 1789, la France traverse une crise majeure et le roi Louis XVI fait élire et convoque ce qu'on appelait, ce qui s'appelait les États généraux, c'est-à-dire 1200 députés élus dans tout le royaume pour essayer de régler les problèmes. On disait déjà députés. Ça ne se passe pas du tout, mais alors pas du tout comme Louis XVI l'a prévu. Et le 17 juin 1789, les députés se rebaptisent Assemblée nationale. On peut dire qu'à ce moment-là, le peuple a pris le pouvoir en France. Les députés vont rapidement commencer des réformes. Ils vont aussi doter la France d'une constitution, c'est-à-dire d'une loi fondamentale qui explique comment se séparent les pouvoirs. Et puis, depuis, l'Assemblée nationale a changé de nom plusieurs fois et a eu plus ou moins de pouvoir selon les républiques, c'est-à-dire selon les constitutions. Aujourd'hui, c'est la 5e République. Depuis 1958, et l'Assemblée nationale a beaucoup de pouvoir. Et c'est donc de 1958, pour répondre complètement à ta question, dans la Constitution de la 5e République, définie dans ses grandes lignes par le général de Gaulle et écrite par des constitutionnalistes, que nous sommes actuellement sur cette page que s'écrit l'histoire actuelle. Donc on peut dire que c'est le général de Gaulle qui a inventé les législatives, ou c'est un raccourci Alors c'est un raccourci. Sous la forme actuelle, oui, parce que ça serait très long d'expliquer la 4e République, effectivement, et la 3e République, où les assemblées avaient énormément de pouvoir, mais finalement ça ne fonctionnait pas comme on le voulait. Il a fallu retrouver une forme d'équilibre entre l'exécutif et les législatifs. C'est une invention qui a évolué finalement au fil des ans, on va le dire comme ça. Moi j'aime bien dire que c'est Louis XVI, mais vraiment, contre son gré. À l'insu de son plein gré, vraiment, sans vous le vouloir du tout. Merci. Alors, on va tourner cette page historique et se projeter vers l'avenir maintenant. Dimanche 19 juin, donc dans moins de 2 semaines, nous connaîtrons les 2 nouveaux députés calédoniens. Les élèves d'Edmond Desbrosses ont déjà des questions à leur poser. Je m'appelle Bernadette. Quel est le rôle d'un député? Moi, c'est Aliette. Il fait quoi dans la vie un député? Où il vit?
Isabelle, vous voulez répondre aux élèves d'Edmond Desbrosses ? Oui, alors un député nous représente à l'Assemblée nationale et pour aider un peu nos élèves à comprendre et la jeunesse à comprendre davantage quel est ce rôle, on peut comparer ça aux délégués de classe en fait, que les différentes classes dans les établissements scolaires élisent chaque année. Donc ce sont des représentants, c'est de la représentation. Ils nous représentent donc à l'Assemblée nationale. Et ils vont donc un peu comme nos délégués de classe, comme les délégués de classe des élèves, à des réunions dans lesquelles on va discuter, on va prendre des décisions, etc. Et voilà, je passe le relais à... Xavier, vous voulez compléter ? Oui, effectivement, le travail d'un député, c'est de voter les lois en assemblée, bien sûr. Ça peut être aussi de proposer des amendements. Alors un amendement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il y a deux sortes de lois, sans entrer dans les détails. Il y a celles qui sont proposées par le gouvernement, du Premier ministre, et celles qui sont proposées par les députés. Mais dans tous les cas, et quelle que soit sa couleur politique, un député peut demander un amendement sur un projet de loi parce qu'il a relevé quelque chose de pertinent, il pense que ses administrés... Donc c'est une petite modification du texte, c'est une petite modification qui peut être plus ou moins marginale, par rapport au texte. Voilà. Et c'est souvent, on parlera un peu plus tard de la navette aussi, c'est souvent dans la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat que ces amendements sont validés, discutés, et donc parfois la loi est assez sensiblement modifiée d'ailleurs suite aux différents amendements. Donc un député siège aussi souvent en commission. C'est là, par contre, c'est en amont. Là, c'est là où on prépare les textes de loi. Il y en a 8 qui sont permanentes. Il y en a plus d'autres encore. Il y a 8 commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Avec chacune un thème différent. Voilà, chacune un thème différent. Alors, il y a notamment la commission des lois dont on parle beaucoup. Voilà. Là où on prépare les textes. Et très rarement, mais ça nous intéresse quand même et ça nous concerne en Nouvelle-Calédonie, le Parlement se réunit à Versailles. Alors le Parlement, on l'a dit tout à l'heure, c'est à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc on rejoint les deux dans un très grand amphithéâtre à Versailles, au château, c'est très solennel. Et c'est là qu'on discute des modifications de la Constitution. Bon, pareil, on expliquait tout à l'heure ce que c'était également. En France, on en a la 5e Constitution, on appelle ça la 5e République. Et régulièrement, donc, il y a des petits ajustements à faire. Nous, ça nous a concerné en 1998, quand il a fallu intégrer toutes les modifications qui avaient été proposées suite aux différents accords, Nouméa, Matignon, voilà, dans le désordre, voilà. Et donc, le Congrès, une réunion du Congrès à Versailles a dû être nécessaire pour ça. L'Assemblée nationale a encore un pouvoir qui est fondamental, même s'il est très peu utilisé, celui de renverser le gouvernement. Si l'Assemblée nationale décide d'une motion de censure contre le Premier ministre, celui-ci est obligé de démissionner. C'est arrivé une fois depuis la Constitution de 1958, plus précisément en 1962. Voilà. Et depuis, ça ne s'est jamais reproduit, même si on entend souvent parler de motions de censure qui sont maintenant relativement symboliques, mais il y a quand même un risque pour le gouvernement de se faire censurer par l'Assemblée nationale. Et puis, il y a quand même un rôle du député sur lequel il faut qu'on insiste et qui doit être très présent dans sa circonscription pour représenter ses concitoyens quand même et prendre un petit peu la température et connaître un peu les besoins de ses concitoyens. Oui, ce que disait Isabelle, il a la charge de représenter donc ses électeurs qui sont dans sa circonscription. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que même sur sur toutes les lois qui sont discutées à l'Assemblée nationale, il va porter la voix de la Nouvelle-Calédonie, la voix de ses électeurs, de ses électrices de Nouvelle-Calédonie, et donc va nous aider à être présents à travers eux finalement dans ces discussions, et donc à ce que ces lois soient au moins en partie adaptées, ou en tout cas qu'elles prennent en compte effectivement nos spécificités locales. Voilà. Alors pour répondre à Aliette qui nous demande où vit le député, il vit finalement en Calédonie ou à Paris ? Le député, il vit en Nouvelle-Calédonie puisque c'est sa circonscription, c'est là qu'il a été élu, et il se déplace à Paris lors des sessions de l'Assemblée nationale. Donc il ne peut pas être présent à tous les votes à l'Assemblée nationale par contre. C'est ça, oui, mais je pense il va choisir les votes sur lesquels il doit être absolument présent. Et Cela dit, pardon, je vous coupe. Cela dit, il peut se faire représenter à l'Assemblée nationale. On vote par procuration. On a le droit de donner une procuration. On a le droit de donner une procuration. Comme pour les élections de classe. Non, oui, c'est ça. Oui. Alors on avait aussi une question de Christian en classe de CM1 à l'école Edmond Desbrosses qui nous a demandé combien gagne un député.
Alors, j'ai les chiffres, le nombre très précis ici. Un député gagne très exactement 681 500 francs si on prend en compte toutes ses indemnités. Ceci étant dit... Alors juste les indemnités, qu'est-ce que c'est ? Prenons par exemple l'indemnité de logement, je n'ai pas le montant exact, mais il y a une indemnité de logement, des indemnités forfaitaires, tout simplement parce que c'est pas facile de se loger à Paris, et puis qu'il faut bien un moment y aller pour siéger à l'Assemblée. Donc c'est un petit budget logement, une indemnité, on peut appeler ça. Par exemple, il y a des postes comme ça sur lesquels sont attribuées différentes indemnités. Ok. Alors on a bien compris les missions du député qui se passent en grande partie à l'Assemblée nationale, mais aussi sur le terrain en Nouvelle-Calédonie. Une question en amène une autre pour les élèves de Vaud et on va y répondre juste après en images. À l'Assemblée nationale, comment votent-ils les lois ? Combien de temps prend le vote d'une loi à l'Assemblée nationale ? Les textes de loi sont d'abord examinés par les députés au sein des commissions permanentes. Lorsqu'elle est saisie d'un texte, la commission concernée peut en modifier le contenu en adoptant des amendements. Le texte qu'elle établit est alors examiné en séance plénière dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une fois ce texte débattu et éventuellement modifié par l'Assemblée, il est transmis au Sénat. Les deux chambres du Parlement vont alors en débattre à tour de rôle afin de se mettre d'accord sur une rédaction commune. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. En cas de désaccord, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Une fois le texte de loi définitivement adopté, il est promulgué par le président de la République et publié au journal officiel. Alors on a vu comment ces lois naissaient, mais on peut se demander qu'est-ce qu'elles vont changer dans nos vies, ces lois finalement. Est-ce que vous avez un exemple en tête d'une loi votée par les députés calédoniens qui ont un impact dans nos vies quotidiennes ? Alors oui, j'ai un exemple assez précis et récent. Je peux développer un petit peu si vous voulez. Vous savez que si vous ne le savez pas, je vous l'indique, l'Assemblée nationale, elle décide et elle vote également le budget proposé par le gouvernement. En 2021, pour le budget 2022, la question a été soulevée devant l'Assemblée du cas de l'attribution des bourses aux étudiants calédoniens, pour voir si l'on ne pouvait pas changer les conditions d'attribution des bourses afin que plus d'étudiants calédoniens soient bénéficiaires du système national, parce qu'il y a aussi les bourses provinciales, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Et en fait, cela a été pris en compte dans le vote du budget grâce à l'intervention d'un député, effectivement. Isabelle, vous voulez compléter là-dessus ou... Alors oui, de façon générale, les députés calédoniens, en participant aux discussions sur toutes les lois qui concernent l'ensemble français, finalement, vont porter la voix calédonienne en fait et apporter ce petit supplément ou ces éléments supplémentaires pour que les lois soient aussi adaptées à notre territoire. On n'oublie pas nos spécificités. Voilà, on va dire ça. On avait aussi reçu une question d'un collégien de Magenta qui nous disait qu'il avait entendu parler du mot cohabitation au JT et voulait savoir ce que c'était. Alors la cohabitation, c'est une situation politique dans laquelle on a un exécutif, donc un président et un gouvernement qui a une couleur politique. Non, je vous dis n'importe quoi, on a un président qui a une couleur politique, puis on a des députés qui vont être une assemblée qui va être majoritairement d'un autre bord politique. Et de ce fait-là, on a un Premier ministre donc, qui va être nommé dans la couleur politique de l'Assemblée. Et on a, pendant une période donnée, ça s'est présenté à 2-3 reprises, je crois, sous la 5e, 86-88. Oui. Et puis 95... Après que le président Chirac lui dissout l'Assemblée nationale... 97. On va dire fin des années 90, des années 90, voilà. Donc c'est arrivé à quelques reprises qu'effectivement, alors ça crée une situation politique qui est un peu complexe parce qu'on a à la fois un président d'un bord et puis un gouvernement, du coup un Premier ministre et un gouvernement qui sont d'un autre bord politique. Alors ça se présente de moins en moins, cette situation-là, depuis que le quinquennat a été mis en place, depuis 2002, il me semble. Et donc on a là traditionnellement, c'est ce qui s'est passé pour notre président actuel sur la précédente mandature, puisqu'il a été élu président
en 2017 et dans la foulée ont eu lieu les élections législatives qui ont mis une majorité de son bord politique à l'Assemblée nationale. Alors effectivement, la grande question là, c'est de savoir si ce phénomène-là, enfin si cette majorité, il va l'avoir à nouveau sur la nouvelle mandature de l'Assemblée. Ok, en tout cas, pour répondre à notre collégien, oui. Il y a la cohabitation, c'est quand le président de la République n'est pas dans la même équipe, on va dire, que la majorité de l'Assemblée nationale. Et là, il s'agit de se mettre d'accord et c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça. Voilà, en tout cas, merci à vous, pour cette émission consacrée aux élections législatives. Merci d'être venu sur le plateau et d'avoir répondu aux questions de tous les élèves qui ont participé à cette émission. Je les remercie de nous avoir envoyé leurs questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, malheureusement. Merci aussi à leurs enseignants et à leurs professeurs. Et on leur souhaite à tous de bonnes vacances. Belle soirée sur Calédonia. Bonnes vacances. Bonsoir et bonnes vacances.